Bon, va falloir lire toutes ces notes. Allez, on y go. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Sheol. Mais avant de commencer, je tiens à vous remercier toutes et tous pour votre soutien. Vous êtes toujours plus nombreux à me suivre et ça c'est vraiment cool. Donc si vous tombez sur cette vidéo, pensez à vous abonner, ça aide la chaîne et ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, nous allons nous terrer dans l'obscurité la plus complète. On va essayer de défendre notre citadelle, dernier bastion de la lumière dans l'obscurité. Aujourd'hui, on parle de Sheol. Alors Sheol, c'est un jeu coopératif qui arrive sur Kickstarter le 13 mai, qui a été réalisé par le studio milanais de Lunar Hawk Studio. C'est leur premier jeu, et franchement, ça a l'air pas mal intéressant ce qu'ils nous proposent. Lunar Hawk Studio sera accompagné par Ares Games, qui ont notamment fait Sword and Sorcery pour ce premier Kickstarter. Ça peut déjà être rassurant pour un premier projet. Malheureusement, je n'ai pas pu recevoir de prototype, donc là aujourd'hui je vais vous faire un petit tour d'horizon des règles et du lore, à partir des vidéos disponibles sur la page officielle YouTube. Sheol promet un jeu basé sur l'exploration et le combat dans un mode futuriste post-apocalyptique à la nuit éternelle. Il comporte un fort aspect narratif et devrait taper dans l'œil des amateurs de figurines. Le jeu sera proposé en anglais principalement. Pour l'instant, les auteurs n'excluent pas l'idée de le traduire en français, mais ne comptons pas dessus pour l'instant. Pour le pitch global du jeu, sachez que pour subvenir aux besoins de la Citadelle, qui est la dernière ville de l'humanité, vous devez explorer les alentours et récolter des ressources. A noter au moment où je fais cette vidéo que la page Kickstarter preview de Sheol vient de sortir, donc j'ai pu regarder rapidement. Donc gardez en tête que ils ont peut-être pu faire évoluer un petit peu les règles. A priori, ça devrait pas être grand-chose. Pour la campagne, donc on a pu voir, grâce à cette page preview, qu'ils avaient un objectif de financement de 300 000 €, ce qui est très très élevé, mais Lunar Hawk Studio se veut réaliste quant au coût de production de son jeu, ce qui est plutôt un bon signal. Concernant les pledges, il y aura a priori deux niveaux de pledge. Un pledge à 89 € qui sera le pledge d'entrée du jeu de base, qui contiendra 4 figurines si je dis pas de bêtises, et la campagne. Et il y aura aussi un pledge avec des figurines supplémentaires, une boîte complète de figurines, qui sera un pledge plus ou moins deluxe, à 129 €, pour en tout une trentaine d'euros de frais de port, donc on est sur un pledge d'entrée de 110-120 €, quoi. Ce qui est déjà assez élevé malgré tout. Voilà, je pense que j'ai fait un tour rapide. Maintenant, on va voir un peu ce que c'est vraiment Sheol. Quelles sont ses mécaniques, quel est son univers. L'histoire de Sheol prend place dans un futur difficilement situable dans le temps. Tout a commencé par la perte de contact avec une station sur la face cachée de la Lune. Toutes les tentatives de contact des stations de la face visible vers la station de la face cachée se soldèrent par un échec. De nombreuses sondes furent envoyées, mais elles disparurent dans l'obscurité. Peu à peu, des veines sombres se répandirent sur l'astre, des veines absorbant toute lumière. Cela oblige à toutes les stations lunaires à être évacuées par mesure de sécurité. Bientôt, la Lune disparut. Le phénomène demeura inexpliqué par les scientifiques. Mais c'était que le début. Un jour, la Lune pleura des larmes noires. Des larmes qui se répandirent sur la Terre. Tout d'abord repoussé dans l'espace par des missiles, ce flot de larmes d'une substance noire baptisée Sheol s'intensifia. Elles se répandirent sur la Terre en une sorte de brume capable d'absorber toute vie. Et bien sûr, seule la lumière parvenait à éloigner ce fléau. Mais face aux ténèbres toujours plus nombreuses, les ombres finirent par recouvrir la Terre et à masquer le soleil au bout d'un an. Submergées, les nations s'effondrèrent, plongeant l'humanité, bien sûr, dans le chaos. Dans un ultime effort, l'humanité finit par découvrir le luxe, une sorte de lumière liquide, seule ressource capable de repousser et d'anéantir les ténèbres de Sheol. Les hommes se rassemblèrent dans la dernière forteresse de l'humanité, derrière des murs de 300 mètres de haut, la Citadelle. Cette cité, dernier îlot de lumière de l'humanité, est composée de 4 niveaux superposés. Derrière ces murs, désormais, l'humanité lutte en espérant récupérer un jour les terres qui lui furent un jour dérobées. Personne ne connaît l'ultime dessein des ombres, si ce n'est bien sûr d'annihiler toute trace de vie sur Terre. Quelques avant-postes subsistent encore dans l'obscurité, abritant marchands itinérants, exilés et autres survivants, et la citadelle accueille encore elle-même parfois ces marchands. Des éclaireurs sont régulièrement envoyés dans l'obscurité afin d'y glaner ressources et informations sur l'origine des ombres. Mais l'avenir demeure incertain. Le soleil, dans l'esprit des gens, n'est plus qu'un vague souvenir, même si les aviateurs assurent qu'au-delà des ténèbres, il existe toujours. L'humanité a perdu toute notion du temps, et subit impuissante cette nuit éternelle. Beaucoup pensent que la citadelle connaît ses dernières heures, et se réfugie dans l'alcool, la drogue, la religion, ou simplement dans le réseau qu'on appelle le subnet.
Toutefois, certains gardent encore la foi et sont convaincus que le salut viendra des éclaireurs, c'est-à-dire de vous. Voilà, alors moi j'aime beaucoup le pitch du jeu, qui n'est pas sans rappeler le jeu de rôle, je ne sais pas si vous connaissez Dark Earth, qui prend place aussi dans un univers comme ça, de ténèbres sur les terres, avec des stalites dans lesquels subsiste encore la lumière. C'est vraiment très très similaire, il y a fort à parier d'ailleurs que les créateurs du jeu ont peut-être pu être influencés par ce jeu de rôle. J'espère du coup que, vu que le jeu va se jouer en campagne, ça va promettre pas mal de révélations sur l'origine de ces ténèbres et que ça va pas être juste du combat sans révélation de lore, etc. et de background. Le jeu promet donc nombreuses révélations sur l'origine de ce mystérieux phénomène et sur la découverte de ce qu'est le Sheol. Le choix du nom du jeu n'est pas non plus anodin. Dans les anciennes écritures hébraïques, par exemple, le Sheol c'est un ancien terme quasiment intraduisible qui évoque le gouffre, la fosse, un endroit donc forcément très peu réjouissant. Et dans le Nouveau Testament, on le traduit aussi par exemple apparemment par Hadès, et c'est vraiment l'endroit, la place des morts. On peut encore le traduire par tombeau, gouffre, tombe, enfin énormément de termes comme ça, très chargés en signification et en sens. Donc je pense vraiment que ce nom n'est pas anodin. Certainement que le jeu effleurera aussi cette dimension spirituelle et religieuse. Ça pourrait être très intéressant d'un point de vue background et histoire. Mais alors, à quoi ça va ressembler et comment on va y jouer? Eh ben, je vous propose déjà de parler des figurines. Sheol proposera également son lot de figurines. Il y aura 6 personnages principaux de base. Les figurines des personnages principaux sont assez détaillées. Elles ont des poses dynamiques et franchement je trouve qu'elles font bien le job. Elles font environ 40 mm et elles ont ce côté bien sûr science-fiction, mais matiné un peu de steampunk, avec un peu parfois des personnages avec des scaphandres par exemple, et je trouve que c'est plutôt réussi, il y a une ambiance qui s'en dégage qui est assez agréable à l'œil en tout cas. En ce qui concerne les ennemis, et donc les ennemis principaux, à savoir les ombres, on a vu 3 modèles pour l'instant. Ce sont des figurines d'une trentaine de millimètres, et d'après les renders 3D, elles ont l'air assez fluides, un peu comme ça, vaporeuses, avec un effet de circulation de masse qui est assez joli. C'est assez sympa, et ça change un peu, je trouve, même si 3 ennemis, je trouve que ça manque encore un peu de variété, peut-être que ça sera corrigé par des stretch goals au cours de la campagne. A noter aussi qu'il existe d'autres types d'ombres, qu'on a vu également un peu en figurines, qu'on a pu découvrir. Les héros, qui sont des figurines bien plus imposantes d'une 60aine de millimètres. Et bien sûr, les figurines de boss, qui eux viendront aussi enrichir le roster de personnages, qui seront des figurines d'une centaine de millimètres, je crois, si je ne dis pas de bêtises. En ce qui concerne les héros et les boss, on n'est pas encore fixé sur leur gameplay, mais il est promis qu'elles auront un fonctionnement propre. Pour certaines, comme la Wakener, on a une sorte de grosse masse un peu difforme dans tous les sens, qui est vraiment vraiment réussi. Et pour d'autres, je crois, comme pour le Hunter, on a un ennemi à la silhouette assez gracile, assez véloce, ce qui promet des combats assez savoureux. A noter, chose très particulière, il y aura également une figurine pour la citadelle. Elle sera composée de 12 parties, et il faudra monter aussi la figurine comme ça, ces différentes parties au centre du plateau. On ne sait pas encore si elle aura une autre utilité que cosmétique en jeu, mais ça, je pense qu'on le découvrira au cours de la campagne Kickstarter. Globalement, les figues sont plutôt réussies, mais attention, pour l'instant, on n'a vu que les renders 3D, et rapidement des versions de pré-prod faites en impression 3D. Et le fait est qu'il y a beaucoup de petits détails, de petites parties sur les figurines. J'ai peur que le passage du render 3D au moule final soit porteur de quelques changements afin d'être sûr que ça casse pas et que la finesse soit conservée. Parce que là en état, j'ai peur que toutes ces petites pièces soient compliquées à mouler et à réaliser. Mais tout ça, on verra bien du coup à la réception du Kickstarter. Bon, mais maintenant, ce qu'on attend tous de savoir, hein, comment on y joue? Comme je le disais en introduction, le jeu se jouera en campagne. Vous incarnerez des éclaireurs de la citadelle partant en mission afin de récolter de l'Umbra, permettant de créer le luxe, cette lumière liquide mystérieuse. L'Umbra est la principale ressource du jeu. Elle permet notamment d'acheter des objets au marché tout au long de la partie. La campagne se décomposera forcément en différentes parties. Au cours de ces parties, vous aurez des missions à remplir en tant qu'éclaireur de la citadelle. Vous aurez des objectifs particuliers.
Au cours de votre exploration, vous découvrirez des zones que vous pourrez relier à la citadelle. À noter que la citadelle a sa propre jauge de prospérité, qui est en luxe. À chaque fois que vous connecterez une zone, vous augmenterez la prospérité de la citadelle, mais attention, sa prospérité peut également baisser, et forcément, si elle atteint 0, vous perdez la partie. Vous perdez forcément la partie aussi, si vos personnages viennent à mourir. Sachez que chaque personnage a ses propres spécificités et son propre deck de cartes. En commençant votre partie, vous sélectionnez un personnage, et vous prenez son plateau de personnage. Regardons un peu plus rapidement le plateau. En haut du plateau, vous verrez le nombre de fioles de luxe du personnage. Chaque fiole est composée de 8 cases qui correspondent à la fois au point de vie du personnage et aux ressources nécessaires pour effectuer des actions. Si jamais le nombre de luxe baisse jusqu'à atteindre un certain niveau, le personnage est alors touché par la corruption, mais j'y reviendrai plus tard. Vous verrez également le nombre de boucliers, qui indique le nombre de cartes boucliers de lumière qu'on peut piocher en début de tour. Chaque carte a 2 effets, un effet primaire qui est toujours une action ou une amélioration d'action, et un effet secondaire qui permet une réduction du coût en luxe pour une action spécifique. Il existe aussi des cartes spéciales aux effets plus puissants. Jouer ces cartes boucliers de lumière est généralement gratuit, il faudra donc bien gérer sa main selon les situations. Chaque personnage a un deck personnalisé de 15 cartes, orienté spécifiquement selon le rôle du personnage. Sur la droite du plateau, vous posez votre carte équipement lanterne, qui servira notamment à révéler des zones et des monstres, et qui vous permettra aussi de construire des voies de lumière. De la même manière, à gauche vient se placer l'arme du joueur. Enfin, en bas du plateau figure la valeur de mouvement du personnage. Le personnage a une valeur de mouvement de base, auquel vient s'ajouter un modificateur de mouvement, moyennant bien sûr un coût en luxe. L'iconographie sur le plateau est globalement, de ce que j'ai vu, a l'air très claire. Une fois les joueurs ayant choisi leur personnage et équipés de leur lanterne, de leur arme, et ayant pris chacun 3 umbras pour commencer la partie, pouvoir commencer leur mission. Ils se placent au centre du plateau, sur la citadelle. Le plateau de jeu est constitué de plusieurs zones, réparties selon les 2 axes médians du plateau, un axe qui sera l'axe alpha et l'autre l'axe oméga. Sur le plateau, on peut placer différentes zones qui seront à révéler. On trouve également sur le plateau des points de singularité, desquels sont générés des ennemis. Ce sont des ombres non révélées. Lorsqu'une ombre est non révélée, on parle d'un point de fluctuation. Le tour de jeu est décomposé en 2 temps, phase des ombres et phase des joueurs. Je vous propose de vous parler d'abord de la phase des joueurs pour vous expliciter les différentes actions qui sont possibles de réaliser pour chaque joueur. À son tour, un joueur peut effectuer 3 actions parmi les suivantes: se déplacer, construire, révéler, combattre, acheter au marché ou extraire de l'umbra. Extraire de l'umbra, c'est la seule action qu'on ne peut faire qu'une seule fois au cours de son tour. Toutes les autres, vous pouvez les répéter autant de fois que vous le souhaitez, dans la limite de 3 fois par tour. Se déplacer, je ne vais pas expliciter plus que ça, c'est assez simple, vous avez votre valeur de mouvement. Mais la petite subtilité dans Sheol, c'est que pour se déplacer, il y a quelque chose qui est très très important. Il est nécessaire de suivre des voies de lumière. Il est donc indispensable de construire avec son action une route. La valeur de construction est indiquée sur la carte équipement lanterne. Par exemple, un joueur peut, pour un luxe, construire 2 voies, 2 portions de voies sur le plateau. Le joueur pioche alors au hasard 2 sections dans un sac. Ça lui donne alors l'occasion de faire un petit jeu de construction, puisque les différentes sections de voies sont... parfois vont faire un croisement, parfois vont faire un T, parfois vont faire juste une voie à gauche, un tournant à gauche ou un coude à droite. Donc voilà, c'est un petit puzzle game de plateau. On pose les voies obtenues sur le plateau face éclairée, et elles doivent être posées reliées au personnage. Pas possible de poser une voie à l'autre bout du plateau alors que son personnage est encore en plein centre. De l'autre côté de chaque tuile de voie, il y a sa face éteinte, qui survient quand par exemple une ombre entre en contact avec la voie. Également, sur ces jetons de voie, figure en plein centre un symbole. Lorsqu'un joueur complète une trinité en alignant 3 symboles, là, on retourne directement les trois portions de voie sur la face éteinte, et le joueur gagne automatiquement de l'umbra. Donc il y a aussi cet aspect combinaison de trinité, afin de maximiser les ressources qu'on peut extraire des voies de lumière. En arrivant près d'une zone non révélée ou d'un point de fluctuation, qui je le rappelle est un ennemi,
une ombre ennemie non révélée, on peut utiliser l'action révélée, ce qui permettra de révéler le terrain ou l'ombre. Pour la révélation d'une terre, ça sera l'occasion de lancer un dé Sheol, car un événement est susceptible de s'y produire. Une fois la zone révélée, on peut y extraire la valeur en Umbra indiquée avec l'action extraire. En ce qui concerne la révélation d'un point de fluctuation ennemi, dans ce cas-là, on pioche aussi dans un sac pour déterminer le type d'ombre sur lequel on tombe. On pioche, on remplace le point de fluctuation, et donc on a notre ennemi, qui sera soit une figurine, soit un standee. Mais attention, lorsqu'on fait une action de révélation sur un ennemi, ça lui offre une attaque d'opportunité. Les ombres non révélées sont plus dangereuses car tapis dans les ténèbres, et donc plus susceptibles de nous toucher. De la même manière, elles sont plus difficiles à toucher lorsqu'elles sont dans l'obscurité. Donc en la révélant, elle sera plus facile à vaincre par la suite, même si on prend le risque de prendre des dégâts lors de l'attaque d'opportunité. Donc à vous de mesurer les risques. Bien sûr, pour attaquer, on se réfère à notre carte arme. La première icône indique la portée de l'arme, la seconde le nombre de dégâts et le coût en luxe pour effectuer l'attaque. La troisième icône indique une attaque bonus, une attaque supplémentaire. Néanmoins, cette attaque occasionnera des dommages à votre arme, ce qui fait que vous ne pourrez plus l'utiliser par la suite et il faudra la réparer ultérieurement. Au cours du combat, si vous réussissez à vaincre l'ombre, vous gagnez aussi un Umbra. Mais ce n'est pas tout. Si jamais le joueur subit trop de dommages au cours de la partie et descend en dessous d'un certain seuil de luxe dans ses fioles, eh bien il est touché par la corruption. On retourne alors son plateau de joueur, figure sur ce plateau désormais les points de corruption que le personnage peut encaisser avant de disparaître, absorbé par les ténèbres. Mais cet état de corruption s'accompagne aussi d'avantages. Tant que le joueur est corrompu, il peut se déplacer sur toutes les cases libres du plateau. Il n'est plus forcé de suivre les voies de lumière. En revanche, s'il termine sur une zone d'ombre, il prendra un point de corruption. En étant corrompu et en étant dans les ténèbres, le joueur est aussi tel une ombre tapis, et donc aura plus de facilité à attaquer et à occasionner des dégâts aux ombres depuis l'obscurité. Il peut aussi désormais se servir de l'attaque bonus de son arme sans l'endommager. Pour sortir de cet état de corruption, il lui faudra à nouveau regagner dans sa fiole des luxes. Enfin, dernière action que j'ai rapidement évoquée, très simple, pour acheter une carte au marché, il suffit de dépenser le coût demandé en Umbra. Donc ça c'était pour les actions que peuvent effectuer les joueurs. Comme je le disais, le jeu se fait en deux phases, le tour de jeu se fait en deux phases. D'abord la phase des ombres, puis la phase des joueurs. Au cours de la phase des ombres, ça va être assez simple, puisque finalement ce qu'on va faire, ça va être régler les attaques des ombres. Les ombres vont attaquer les personnages, et il faut savoir que les cartes de votre deck de personnages que vous avez vont également vous servir à vous protéger, à vous prémunir des dommages occasionnés par les ombres. En effet, en se défaussant d'une carte bouclier qui reste dans votre main, une carte bouclier de lumière, vous allez annuler un dégât d'une ombre. C'est pour ça qu'il va falloir bien gérer votre main, savoir si certains effets vous voulez les conserver ou si vous voulez garder des cartes au cas où ça tournerait un peu chocolat. Sachez concernant les ombres et leur mouvement et leur génération, que pour gérer ça on va lancer 2 dés. Un dé qu'on va appeler le dé de gravité, sur lequel figurent les symboles alpha et oméga, qui correspondent aux axes médians du plateau, et un dé de singularité, avec des symboles circulaires et triangulaires sur ses faces. Ces symboles, on les retrouve sur des points de singularité présents sur le plateau. Les points de singularité, ce sont des zones, des points depuis lesquels sont générés des ennemis. Les ombres vont se rapprocher quand elles vont devoir se déplacer, vont se rapprocher de la citadelle et elles vont se déplacer selon le dé de gravité, selon le résultat obtenu sur le dé de gravité. Donc elles vont se rapprocher des axes médians qu'on aura obtenus, puis vers la citadelle. Plus les ombres se rapprochent de la citadelle, plus elles sont dangereuses, bien évidemment. Donc il ne faut pas se laisser submerger, car à chaque fois qu'une ombre va rentrer dans la ville, elle va occasionner des dégâts à la cité qui va perdre de la prospérité. En ce qui concerne la génération des ombres aux singularités, en lançant le dé de singularité et le dé de gravité, on sait en direction de quel axe et au niveau de quel point sont générés les points de fluctuation ennemis. Si on a obtenu un symbole circulaire, eh ben on générera des ombres au niveau des points de singularité ayant le symbole circulaire. On y génère alors 2 ennemis par point, par singularité, et toujours le plus proche de l'axe obtenu et de la citadelle. Et donc pour la phase des joueurs, comme je le disais ensuite, c'est début du tour, rechargement des cartes boucliers, enfin on effectue ces 3 actions et on termine son tour. Mais alors il y a encore plein de choses qu'on n'a pas encore vues sur ce jeu et le jeu ne semble pas s'arrêter là.
d'après moi, il promet encore plus de profondeur. Dans la boîte, il y aura le plateau de gestion de la menace des ombres, il y aura également un plateau dédié à la citadelle, sur lequel on va pouvoir mettre des cartes qui vont certainement être dues aux technologies qu'on aura débloquées, aux améliorations de la citadelle qu'on va obtenir au cours de la campagne. Alors ces informations, hein, bien sûr, faudra voir si ça sera confirmé au cours de la campagne, mais je pense que oui, on va se retrouver avec une citadelle à gérer et à développer pour faire face aux menaces extérieures. Quant au plateau principal de jeu, il s'avère qu'il va être recto-verso. Vous aurez donc une première version où la citadelle est en plein centre et vous allez pouvoir explorer les terres alentours avec vos éclaireurs. Mais il y aura également au verso un second agencement. La citadelle sera placée dans le coin, dans un des coins du plateau, si je ne dis pas de bêtises. Les axes médian, alpha et oméga auront disparu. Donc ça sera un nouvel agencement, certainement pour peut-être d'autres types d'affrontements. Peut-être des affrontements contre des boss, des affrontements citadelle versus boss. Ça pourrait être assez sympa comme ça d'avoir deux dimensions d'affrontements différentes sur le plateau. En plus, mine de rien, ça permettra aussi, je suppose, de varier les tactiques et les stratégies pour ne pas avoir toujours les mêmes configurations de missions. Donc je trouve ça plutôt intelligent et ça promet quand même de la variété, je pense, en jeu. J'imagine déjà la chose comme suit, c'est-à-dire faire plusieurs parties où on va récupérer des ressources, affronter des ombres plus ou moins virulentes, et puis se préparer, améliorer sa ville tout en découvrant un peu des morceaux de l'univers par les différentes phases de narration qu'il va y avoir quand on va découvrir une nouvelle terre, découvrir un nouvel endroit. Donc ça va être déjà très très sympa. Et puis d'un seul coup, une attaque godzillesque sur la cité. Je pense que ça peut donner vraiment du peps à la campagne, ça peut être quelque chose d'assez rythmé, d'assez intéressant. Donc vraiment je suis impatient de découvrir ça sur la page de campagne Kickstarter. Bon, déjà ce qu'on peut dire avec ce jeu, c'est qu'il a une DA particulière, une DA qui marque et qui se démarque. C'est pas commun, je trouve. Ce qui est sûr, c'est que je pense qu'en le voyant, ça va pas forcément vous laisser indifférent. Vous allez voir que ça a une patte graphique bien particulière, que moi je trouve vraiment agréable. En majorité, c'est très noir et blanc, avec soit ce bleu un peu turquoise ou du rouge lorsqu'on passe en phase de corruption, par exemple. Donc c'est vraiment très contrasté, très sympa à l'œil. Les figurines ont l'air vraiment cool, j'attends vraiment de voir ce que ça va donner quand ça va être produit. Et le background du jeu, l'histoire du jeu, franchement me plaît vraiment. Là comme ça, sur le papier, c'est vraiment... moi j'adore ce genre d'univers très très sombre. Même globalement, j'aime bien l'idée d'un dernier bastion de l'humanité qui est sur le point de sombrer finalement. J'espère aussi pendant la campagne qu'on aura le droit à de belles améliorations de matériel, sachant que, comme je le disais en introduction, ils ont pris le parti de mettre un plafond de financement très haut. Donc de base, ils souhaitent apporter un jeu, une version du jeu presque deluxe, ce qui est un pari osé, je pense. Je trouve ça vraiment pas mal en fait de dire d'entrée, bah voilà, nous le jeu tel qu'on veut qu'il sorte, c'est ça, et ça coûte tant. Je trouve ça très intéressant. Donc si les gens suivent, je pense que ça peut donner une belle campagne. Et donc a priori, même si moi je suis plus dans les améliorations matérielles, je pense qu'il y aura surtout des améliorations de figurines, de nouvelles figurines qui viendront amener peut-être de la variété. J'espère aussi qu'il y aura suffisamment de backers français pour que ça assure une traduction française. Mais dans un même temps, s'ils proposent une traduction, ça pourra être peut-être risqué financièrement. A noter que déjà sur la page de pré-campagne, j'avais regardé, il y avait déjà 4000 personnes qui s'étaient abonnées à la page de lancement. Donc ça, pour un premier jeu, pour un petit studio, je trouve ça quand même pas mal. C'est assez conséquent comparativement, je crois. Pour elle, on est sensiblement dans les mêmes ordres de gens abonnés. Sachant que Lunar Rock Studio, c'est leur premier jeu, et qui n'ont pas toute la résonance et la force de communication que peut avoir depuis quelques années déjà Mythic Games. Donc ça c'est vraiment plutôt encourageant, c'est-à-dire que le jeu me semble
par la communauté des joueurs attendu. En tout cas, il y a beaucoup de curieux. En tout cas, ce jeu me semble être une belle nouveauté. Moi, j'ai envie de lui laisser sa chance. Je suis plutôt hypé. J'attends de voir le démarrage de la campagne. Je sais pas s'il y aura des early birds ou ce genre de choses. Je vous invite vraiment à le voir parce que pour moi, ce jeu, il est vraiment singulier. Ne serait-ce que par curiosité, ça peut toujours être intéressant de voir ce genre de produit offert sur le marché du jeu de société. Donc voilà, on a fait le tour un peu de Sheol. J'espère que grâce à cette vidéo, j'ai pu vous partager mon enthousiasme et mon intérêt pour ce futur titre. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre la campagne. En tout cas, on sera vite fixé. Elle se lance le 13 mai. En attendant, je vous remercie toutes et tous pour votre soutien, même pour cette vidéo. Il y a eu des gens qui m'ont dit « Ah, quand est-ce que tu fais une vidéo ?» J'ai trouvé ça super sympa, c'est vraiment très, très gentil. J'espère qu'elle a été à la hauteur de ce que vous attendiez, pour ceux qui l'attendaient. Pour ceux qui la découvrent, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur ma page Facebook Indécent. Il y a aussi Instagram, sur Twitter. Allons-y. Et puis n'hésitez pas à partager la vidéo, surtout vous abonner à la chaîne, ça m'aide, ça me motive, ça... plein de choses quoi. Plein de choses positives finalement. Je tiens à remercier également Monsieur Bertrand et Fred, qui m'ont un peu aidé aussi également à préparer cette vidéo, parce que on a recoupé un peu les informations qu'on a pu trouver sur le web, et comme je le disais, elles ont certainement pu être amenées à changer au moment où vous regardez cette vidéo avec la sortie de la page Kickstarter. Mais en tout cas, j'espère que ça a été assez complet, que vous avez pu avoir un ordre d'idée de ce que sera Sheol. Je vous remercie à nouveau, je vous souhaite une bonne journée, restez confinés, jouez bien, à très vite. Ciao, merci.